Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique des clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, mon expert comptable, un atout pour une bonne santé financière de mon entreprise. Pour ce faire, je serai donc accompagnée pour cette émission de Gervane. Bonjour Gervane. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Si tu vas très bien, je vais très bien aussi. Parfait. Voilà. Alors Gervane, aujourd'hui nous avons un invité qui est un expert comptable. Je te laisse le présenter. En effet, nous avons l'honneur d'avoir sur le plateau d'Impact Finance Mika Musungai. Bonjour. 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 Mika, donc vous êtes expert comptable depuis 17 ans. Oui. Voilà, exactement. Je vais vous laisser, on va le laisser se présenter. Voilà, on vous laisse se présenter. Voilà, je m'appelle Mika Musungai, comme vous venez de le dire. Ça fait bientôt 17 ans que j'exerce le métier d'expert comptable. J'ai commencé au départ en tant que salarié. Et puis, au cours de mon parcours, j'ai fait une spécialisation en fiscalité et puis passer les agréations. Et j'ai commencé à avoir mes propres clients. Et c'est de là que j'ai créé mon entreprise, qui a grandi en même temps qui a grandi jusqu'à atteindre une parité au niveau de mes revenus. La parité entre ce que je gagnais en tant que salarié et en tant qu'indépendant. Et puis, il y a eu un déclic qui s'est fait où mes activités d'indépendant sont beaucoup plus rémunérateurs que celui de salarié. D'accord. Donc, voilà. Très bien. J'ai commencé crescendo. Bah oui, d'accord. Pour dire plus simplement. Exactement. Alors, quelles sont aujourd'hui les différentes missions que vous avez en tant qu'expert comptable? Alors, il y a la comptabilité générale de A à Z où on remplit toutes les formalités. Les obligations de présentation des comptes annuels, les déclarations fiscales. Et puis, il y a la mission d'optimalisation de la fiscalité, qui a deux voies principaux. Optimaliser la rémunération du dirigeant et optimaliser l'impôt de la société. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce qu'on fait de plus en plus, c'est la mission de directeur financier à temps partiel. Et c'est un peu différent de ce que je faisais au départ, en ce sens que si je dois caricaturer, je dirais c'est un peu comme le médecin. À un moment donné, il vous fait une prise de sang, il prend les paramètres et il vous l'annonce. Donc ça, c'est ce que je faisais, que je fais toujours dans la comptabilité générale et dans l'optimalisation de l'imposition de la personne physique et de la société. Mais après, des fois, l'entrepreneur vous dit, tout ça c'est très bien, mais maintenant, qu'est-ce que je fais c'est quoi la solution et comment est-ce qu'on l'implémente, comment est-ce qu'on le met en place? Et c'est de là qu'est venue donc l'émission de directeur financier à temps partiel, parce que là, soit on prend en charge l'implémentation ou on accompagne l'entrepreneur pour implémenter les solutions qui s'imposent. D'accord, directeur financier. Oui. Dis donc, il y a plusieurs casquettes. Là, on voit dans votre profession en tant que telle, vous revêtez donc plusieurs casquettes. Je pense, oui, mais c'est un peu comme un médecin. Il peut Oui. avoir plusieurs spécialisations. Et puis voilà. Tout à fait. Le rôle est assez vaste. Oui, exactement. Oui. Mhm. Et les missions, peuvent aussi évoluer. Juste avant qu'on aille un petit peu plus loin, je me permets, mais moi, Gervane, je pose la question. Finalement, comment est-ce que Mika est devenu expert comptable? On peut se dire, est-ce que c'était déjà petit? Est-ce que c'était inné? On ne sait Le pas. premier de la classe en mathématiques. Voilà, possible, on ne sait Absolument pas. pas. Alors, racontez-nous un peu, Mika. Déjà, penser que l'expert comptable est ça ne repose pas que sur les mathématiques. En fait, ça repose essentiellement sur la logique. Oui, parce qu'aujourd'hui, les calculs sont informatisés et simplifiés au maximum. Ça, c'est une première chose. Et pour ma part, ma motivation, c'était quand je regardais les films et que je voyais la mise en place de mécanismes d'évasion fiscale ou bien de structures offshore, c'était ce qui m'intéressait. Maintenant, il y a une nuance à avoir entre l'évasion fiscale qui est totalement illégale ou choisir le chemin le moins imposé
Et ça, c'est tout à fait légal. Tout à fait légal. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était de parvenir à créer des structures où on payait pas d'impôts. Ah oui. C'était ma motivation. D'accord. Ah oui. Intéressant comme motivation. Bonne motivation. Alors, c'est vrai que je me permets de faire un parallèle aussi avec le métier d'expert comptable et puis la Bible, puisque dans Luc 16:2, eh bien, la Bible nous parle, alors c'est le chapitre 16, et la Bible, donc il y a un chapitre, le chapitre est intitulé « Le gérant habile » dans certaines versions de la Bible, notamment en français courant, et justement, on nous parle eh bien, de ce gestionnaire. Le verset dit, eh bien, parce que le maître dit au gérant de ses comptes, montre-moi les comptes de ta gestion. Donc alors, vous pourrez bien sûr lire plus en détail, j'ai envie de dire de manière beaucoup plus longue la version, mais c'est important de voir finalement ce parallèle qui se dresse aussi dans la Bible. On parle justement d'un gérant qui va s'occuper de gérer les comptes de son maître. Et c'est justement ce que vous faites, Mika. Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Oui. D'accord. Alors, on parle beaucoup de ces chefs d'entreprise qui cherchent à payer moins d'impôts. J'imagine que c'est pas la raison principale d'être à la recherche d'un bon expert comptable. Ça, c'est un peu la motivation de tout à chacun et aussi les défis qu'ils rencontrent. On a des personnes qui ont beaucoup d'impôts à payer parce que les choses sont mal mises en place, tout simplement. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des personnes... En fait, je dirais que l'ère du temps, le moment ce qu'on rencontre le plus depuis le Covid, ce sont des personnes qui ont besoin qu'on les aide à optimaliser donc la situation économique de leur entreprise. Ça passe notamment par l'optimalisation fiscale parce que ça réduit une dépense. L'impôt reste quand même une dépense, mais il n'y a pas que ça. Et rappelons qu'on ne paye de l'impôt que lorsqu'on est en bénéfice. Oui. Donc, avec la crise, on a eu le Covid, on a la crise énergétique, on a eu une inflation de plus de 10%. Et donc, aujourd'hui, ce que je rencontre de plus en plus, c'est des personnes qui disaient j'ai du mal aujourd'hui, je sens que ma trésorerie est un peu asséchée, je dois trouver des solutions, la concurrence est beaucoup plus forte. Et donc, ce sont je rencontre de plus en plus des personnes qui cherchent des conseils ou qui cherchent un soutien pour le développement économique. Et je pense que lorsqu'on est dans des périodes d'abondance, ce sont des périodes où, bénéfice étant, on cherche un peu à optimaliser la fiscalité. Voilà. Ah oui, c'est très bien. Et donc, on peut très vite comprendre donc au fil du temps et de l'évolution de l'entreprise, le besoin peut aussi évoluer. Et donc, l'accompagnement que vous faites avec un client au début et au démarrage n'est pas le même en 2 ans ou 3 ans après. Souvent, ça évolue alors en fonction aussi de l'évolution des bénéfices. Oui, donc l'évolution du résultat. L'accompagnement est... oui, effectivement, oui. Les besoins changent en fait. Une petite entreprise n'a pas les mêmes besoins qu'une entreprise établie. Et puis l'entrepreneur prend de l'âge et lorsque vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas encore de patrimoine. Vient le moment où vous cherchez à acquérir le patrimoine et après à le développer, le maintenir, le céder. Et donc les besoins changeant, l'accompagnement est différent. Okay. Et aussi ça varie aussi en fonction de la taille de l'entreprise. Les besoins d'une petite entreprise ne sont pas les mêmes que ceux d'une grande. Justement, on peut aller un peu plus en profondeur quand on dit que les besoins ne sont pas les mêmes. Vous pouvez un petit peu nous expliquer quel type de besoin une petite entreprise peut avoir, et contrairement à celle d'une grande? Disons que au plus vous avez du volume, donc une petite entreprise, je vais l'expliquer peut-être plus simplement, c'est que lorsqu'on est une petite entreprise, l'entrepreneur assume déjà une bonne partie des tâches qui lui reviennent. Oui. Et au plus ça grandit, au plus son temps est affecté à d'autres éléments. Il ne peut plus y consacrer autant de temps qu'il le voudrait. Et au plus il a besoin de quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Parce que sinon, je vais dire, au day-to-day, il a la tête dans le guidon. Oui. Et à un moment donné, ça aide d'avoir
une personne qui a le focus sur vos chiffres pendant que vous travaillez à développer un autre paramètre de l'entreprise. Parce que la taille étant que votre temps devient de plus en plus rare. Oui, c'est vrai. Mais justement, par rapport à ça, alors je reviens encore au verset biblique de ce maître qui dit à son gérant, montre-moi la tenue des comptes. Est-ce que pour vous, Mika, est-ce que c'est important que même si l'entreprise est grande, j'ai envie de dire que finalement l'administrateur, le chef d'entreprise, ait quand même aussi un regard sur les comptes, même s'il a un comptable? C'est primordial. Ah, ça c'est bien de le préciser aussi, parce que on entend beaucoup même dans l'actualité. Parfois on a des célébrités qui disent j'avais laissé toute la gestion à mon comptable, il a tout géré, mais en fait je pensais qu'il payait mes impôts, mais en fait donc... Alors justement quand je suis tombée sur ce verset biblique de ce maître qui dit au gérant montre-moi la tenue des comptes, ça nous montre quand même que on a l'expert comptable, on a son comptable, on a l'expert comptable. Mais ça n'empêche pas, j'ai envie de dire, à l'administrateur, au chef d'entreprise, d'avoir lui aussi, malgré ses occupations, malgré, j'ai envie de dire, tout le temps qu'il doit consacrer aussi aux autres tâches, finalement de se dire, je veux aussi un peu vérifier, vous attester, avoir un regard. Je confirme, et je pense que souvent, lorsqu'il y a un dérapage, c'est lorsque l'entrepreneur ne s'y intéresse pas en suffisance. Une petite entreprise, pour moi, doit au moins avoir une réunion trimestrielle avec son expert comptable pour savoir où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il va. Et une grande entreprise, la fréquence doit être mensuelle. Oui, d'accord. Donc, réunion trimestrielle pour si on veut avoir une entreprise. Oui, tout à fait, oui, c'est des bons conseils. Mais en fait, tout dépend du niveau de gestion que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir une gestion saine, à mon sens, ce qu'il faut mettre en place, c'est de la planification. Et lorsque vous planifiez, lorsque vous mettez un plan financier en place, vous essayez d'anticiper sur l'avenir. Il faut pouvoir vérifier si ce que vous avez mis en place se vérifie. Et donc, à un moment donné, un exercice que je trouve très intéressant, c'est de prendre le plan financier, de prendre le réel et de voir où est-ce qu'il y a des écarts. Et alors d'analyser la raison des écarts et de trouver le moyen de pouvoir y remédier. Alors, on arrive souvent à la conclusion, la question qui se pose, c'est de se demander est-ce que l'écart est ponctuel ou structurel? Si c'est ponctuel, on fera mieux la prochaine fois. Si c'est structurel, il faut vraiment revoir en profondeur ce qui est mis en place parce que force est de constater, ça ne marche pas. Maintenant, si vous attendez la fin de votre résultat, il est déjà trop tard. Mais oui, prenez un cycle classique, une comptabilité, c'est 12 mois dans un cycle classique. Après 12 mois, vous passez déjà à l'année suivante à un autre niveau d'imposition et vous ne savez plus rien faire. Tandis que lorsque vous le faites de façon périodique, vous êtes plus dans l'anticipation. Et pour moi, il n'y a pas de secret. Au plus vous êtes dans l'anticipation, au moins vous subissez le résultat. Tout à fait. Très important de rappeler donc deux clés qu'on vient de mettre en avant. Donc, favoriser l'anticipation et avoir un regard sur la gestion des comptes. C'est primordial. C'est primordial. Alors, on parle, c'est vrai, de gestion de comptes, d'anticipation, d'avoir un regard. Mais est-ce qu'on peut avoir, j'ai envie de dire, peut-être quelqu'un se dit, oui, mais moi, je suis à la recherche d'un expert comptable, mais comment je fais? Est-ce que c'est par notoriété? Est-ce que c'est par recommandation? Est-ce que c'est, je vais chercher sur Internet? On cherche comment un bon expert comptable? Là, c'est la base. C'est comme ça qu'on commence pour en trouver un. Mais c'est exactement la même chose que trouver votre médecin. Donc, vous regardez autour de vous, vous prenez les recommandations, les avis. Mais une fois que cette étape-là est passée, ce que je pense, c'est qu'il faut l'éprouver, tout simplement. Et puis, c'est parce qu'on a le regard sur les comptes de façon régulière, qu'on ne dit pas « il fait tout », on a l'occasion de pouvoir l'éprouver. Et puis, il faut voir si le binôme fonctionne bien. Est-ce que la communication se passe bien? Voilà. En fait, je profite de cette question pour dire qu'il y a une idée reçue qui part du principe que l'expert comptable fait tout. C'est faux. On pense souvent ça. Je délègue à l'expert comptable. Non. En fait, il faut vraiment mettre les choses en place pour que la communication soit fluide et que le temps que vous passez avec votre expert comptable soit des temps à haute valeur ajoutée. Alors, ça part par une gestion administrative qui suit. Là, je prends une autre caricature, une autre image pour faire l'exemple. Vous voulez faire de la nourriture gastronomique, mais si vos ingrédients
ne sont pas de qualité, au bout du compte, vous pouvez prendre le meilleur chef cuistot que vous avez. Il ne pourra que assembler ou transformer les ingrédients que vous lui aurez donnés. Donc, voilà. Très bien. J'aime beaucoup les exemples de Mika, le médecin, le chef cuistot. Lancé, hein, on parle, c'est vrai, de choisir l'expert comptable. L'expert comptable, donc, qui, eh bien, finalement, va s'occuper de la gestion d'un client ou de plusieurs clients. J'ai envie de dire, un expert comptable, à ce moment-là, il peut prendre combien de clients? Ça, c'est... Je veux dire, ça dépend vraiment de la personne que vous avez en face de vous ou de l'entreprise que vous avez en face de vous. Un client, en fait, c'est pas tellement en termes de client, mais en termes de charge de travail. Oui. Et puis, là, je mets plutôt la casquette de l'entrepreneur, c'est dire quelle est votre vision. À un moment donné, si vous voulez grandir, il faut engager, il faut avoir des collaborateurs, il faut les former. Et une fois que vous avez mis ça en place, vous augmentez votre capacité à pouvoir servir d'autres personnes. Donc, il peut en avoir autant qu'il peut gérer. La chose à éviter, c'est de prendre plus qu'on ne sait gérer. On ne sait gérer. Et ça dépend aussi alors du nombre de collaborateurs et de coéquipiers que vous avez aussi à vos côtés. Oui, mais pas que ça. Donc, il y a aussi la façon dont les process que vous mettez en place. Parce que avoir des clients, c'est aussi apprendre à vos clients à fonctionner d'une certaine façon et à avoir une gestion administrative c'est différent de la gestion de l'entreprise. Hein. C'est une façon de gérer d'organiser ses documents, d'organiser la communication. Et je pense que lorsque vous optimalisez ces paramètres-là, ça vous permet de dégager plus de temps en des choses qui ont plus de valeur ajoutée. Et voilà. Ça dépend vraiment du type de clientèle que vous avez aussi. Comment vous mettez les choses en place. Et à un moment donné, il y a des clients qu'il faut refuser, tout simplement. Ah, des clients qu'il faut refuser. Alors, quel type de clients? Je dirais les clients qui vous font perdre du temps et qui ne savent pas valoriser votre travail. Parce que vous lui proposez un forfait, mais si à côté de ça, vous pouvez travailler à l'heure, au tarif horaire ou bien à un forfait mensuel, mais si à un moment donné, il vous fait perdre un temps non rémunérateur, vous perdez en rentabilité. Et donc, les clients non rentables, pour moi, ou les clients qui ne payent pas, tout simplement, ça sert à rien de garder des clients qui vous coûtent en termes de travail, parce que le temps que vous leur consacrez, c'est du temps que vous pourriez facturer à d'autres personnes. Et voilà. Et les personnes qui veulent pas s'investir dans leurs chiffres, tout simplement. Parce qu'il faut une certaine rigueur et se dire, oh, j'ai pas le temps, on fera pour moi. En tout cas, le message est bien au comptable est bien passé. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les clients. Donc, on revient finalement à notre thème, hein, la bonne santé financière de notre entreprise. On a envie un peu de revenir avec vous puisque vous êtes spécialisé en optimisation des rémunérations. Concrètement, quel est votre rôle? La première chose à faire, donc ici je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui a un dirigeant. Oui. Donc il y a les revenus de l'entreprise et puis il y a le salaire du dirigeant. La première chose à comprendre, c'est que en Belgique, l'impôt des personnes physiques peut atteindre une pression fiscale qui va de 55 à 60% d'impôts tenant compte des cotisations sociales. Donc, vous avez l'impôt des personnes physiques et les cotisations sociales à payer. Lorsque vous additionnez les deux, ça fait vraiment beaucoup. Alors, quand on garde ce schéma en tête, on comprend tout de suite que sortir de l'argent de votre société qui va subir 50 à 60% d'impôts pour aller le mettre sur votre compte d'épargne, ça n'a pas de sens. Alors, il y a une approche qu'il faut avoir, c'est à un moment donné de pouvoir considérer, comprendre que l'épargne peut très bien se faire aussi dans la société. Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, vu que la rémunération classique est celle qui coûte le plus cher, alors on cherche à mettre en place un maximum de rémunération alternative, comme par exemple des bails de location meublés, les avantages en nature. Et une fois qu'on a épuisé toutes les niches fiscales de cette nature-là, désolé, il y a aussi, à un moment donné, la richesse commence à devenir, une fois qu'on a son salaire, qu'on couvre ses besoins quotidiens, la richesse, ça devient votre patrimoine, en fait. Et donc, c'est de mettre en place des structures qui permettent à votre société
de vous permettre d'acquérir plus facilement ou plus rapidement du patrimoine. Tout à fait. D'accord. Et je rappelle encore, je reviens encore sur la Bible, la parole de Dieu. Toujours Luc 16:2. Donc on nous dit bien, un homme riche avait un gérant. Donc on voit aussi, et c'est ce que justement Mika vous disiez, plus les richesses vont s'accroître, plus il faut justement qu'il y ait cette expertise comptable qui soit présente pour avoir une bonne gestion, et qui vont aussi assurer, lorsqu'on a un bon expert comptable, qui vont assurer justement cette bonne santé financière de l'entreprise. Alors bien sûr, toutes les méthodes que vous nous avez données, Mika, sont légales, et c'est vraiment aussi de se dire finalement vous aidez, j'ai envie de dire, ces chefs d'entreprise à pouvoir bénéficier des ressources en fait qu'ils ont pu acquérir par le biais des entreprises. Oui. Tout simplement. Oui, tout simplement. Tout simplement. Aussi simple que ça. Tout à fait. Alors, lorsque, par exemple, un client vous dit, il y a l'argent de l'entreprise, envoie-moi ça, fais-moi tel ou tel virement. Est-ce que il y a des réglementations dans tout ça Oui. Alors, premier élément, la plupart du temps, c'est l'entrepreneur qui fait ses opérations financières lui-même. Voilà. Mais il peut très bien confier cette charge. Ça, je le fais que si j'ai une mission de directeur financier. Parce que je suis expert comptable externe. Oui. Donc, les opérations day-to-day de gestion journalière sont faites par l'entrepreneur. Alors, il peut sortir l'argent de son entreprise pour le prendre en privé, mais il faut le qualifier. Bien et sûr. pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de résoudre la fiscalité de ce transfert directement et ne pas le remettre à plus tard. Tout à fait. Et ça, c'est souvent ce que les gens évitent de faire, parce que lorsque vous le faites tout de suite, vous devez régler le problème tout de suite, c'est-à-dire payer l'impôt tout de suite. Et lorsqu'on ne le fait pas, ça devient des sommes qui ont été prêtées par votre société aux dirigeants d'entreprise. Ah, oui. Donc, qui dit prêt dit remboursement. Oui, donc voilà, quand il veut prendre un montant, il faut régler l'aspect fiscal directement. Directement. On voit vraiment l'importance, en tout cas, d'avoir un bon expert comptable qui peut aussi, comme vous le disiez, expert comptable, directeur financier, mais aussi être sage. Je pense que c'est l'une des qualités, je pense, primordiales, en plus de l'habileté, ça il faut dire, parce qu'il faut connaître un peu, être vraiment expert dans son domaine, mais aussi peut-être une sagesse aussi pour bien conseiller les chefs d'entreprise. Oui. Si on reprend le même exemple que ce que vous avez énoncé précédemment, le fait de régler l'aspect fiscal directement, c'est de savoir ce que ça coûte réellement. Oui. Et je pense qu'on appréhende les choses différemment lorsque on paye sa dette, ce qu'on doit directement. Peut-être qu'il prendrait moins s'il doit assumer l'impôt directement. Et voilà. Donc, savoir ce que ça coûte, je pense que c'est primordial, oui. C'est primordial. Très bien. Alors, on va passer à la rubrique de Gervane. Oui. Donc, je te laisse présenter ta rubrique. Alors, on y croit, on n'y croit pas, c'est votre rubrique qui va venir renouveler votre système de pensée afin d'impacter vos finances. Alors, Mika Musungai, durant cette rubrique, je vais vous présenter différentes idées reçues que nous avons pu récolter et recueillir lors de la préparation de cette émission. Idées reçues que vous allez pouvoir soit confirmer, soit démanteler. Ok. Alors, première idée reçue, faire sa comptabilité seule, c'est facile. Non. Ça ne l'est absolument pas. Non. Enfin, de mon point de vue, ça ne l'est pas. Et, moi qui ne suis pas manuel, bricoler à la maison, est-ce facile, oui ou non? Je dirais non, ça ne l'est pas lorsqu'on n'est pas manuel. Ou du moins, l'autre question, c'est de se demander, est-ce qu'on veut que ça soit bien fait? Voilà. Donc, si vous voulez bricoler vous-même, ça ne sera pas la même chose que si vous appelez un entrepreneur faire le travail. Enfin, c'est exactement la même chose. C'est un métier, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, donc, c'est vraiment, on parle en termes de... ça peut être réalisé par l'entrepreneur ou l'auto-entrepreneur. Il peut le faire. Mais c'est en termes de qualité, en fait. Mais oui, parce que c'est pas son métier. Et donc, à un moment donné, il faut se former, il faut être à la page. Lorsque l'expert comptable le fait, c'est parce que c'est son corps métier et qu'il va le refacturer, il va le répercuter sur toute sa clientèle. Mais l'auto-entrepreneur qui le fait lui-même, tout le temps
qui va passer à faire sa comptabilité, il faut le considérer comme des frais généraux, en fait. Hein. C'est tout le temps où il ne sera pas productif dans des éléments rémunérateurs. Tout à fait. Oui. Okay. Merci. Alors, autre idée reçue, la comptabilité en ligne ou en cabinet, c'est pareil. Absolument pas. Alors, vous pouvez avoir Non, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, oui. Où vous avez toute une série d'applications qui vous permet de faire votre comptabilité vous-même en ligne. Des comptables virtuels. Non, je veux dire, il y a toujours cette petite touche personnelle qui est nécessaire parce qu'il faut du conseil. Je vais prendre un exemple concret. Vous achetez un bouquet de fleurs, vous pouvez avoir 3 façons de le comptabiliser. Hein. Ce bouquet de fleurs, ça peut être un cadeau d'affaires, ça peut être un article de décoration, ou ça peut être une dépense totalement privée. Alors, lorsque c'est virtuel, il choisit quel poste? Ah oui. Parce que le traitement fiscal est totalement différent dans les 3 cas. Hein. Ah oui. En ligne, en fait, on n'a pas cette subtilité de savoir. Mais souvent, si vous lisez dans les petites lignes, il y a des petites clauses de réserve qui vous disent que vous devez bien vérifier ou vous entourer d'une personne qui vérifie ou qui vous propose de le faire, mais c'est plus le même forfait. Alors, vous avez un forfait d'accroche, où on vous dit, on vous fait ça, mais tout ce que vous voulez après, c'est du conseil. Et le conseil, c'est ce qui coûte le plus cher, en fait. Aujourd'hui, je pense, très sincèrement, surtout si vous prenez une ville comme Bruxelles, des tarifs au niveau d'un cabinet expert comptable, vous avez de tout. Vous avez des cabinets qui sont extrêmement bon marché, et vous en avez qui sont onéreuses. Mais très souvent, c'est pas une réalité absolue, mais très souvent, quand c'est très bon marché, vous avez ce pourquoi vous payez, en fait. Hein. D'accord. Alors, ma prochaine idée reçue, seules les grandes entreprises ont besoin d'un expert comptable. Non. On peut être une petite entreprise, être seul, être entrepreneur sans autres collaborateurs et avoir un expert comptable. Oui, mais tout dépend aussi de... Oui. À un moment donné, la petite entreprise, elle aspire quand même à grandir. Le petit commerce. Faut voir grand, hein. donc voilà. Mais ça prend du temps, hein. Et puis le temps de formation, le temps Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas formé pour optimaliser des revenus, alors effectivement, si vous avez une petite affaire qui n'a pas, où vous n'avez pas beaucoup de perspectives de croissance, alors je peux comprendre que dans cette situation-là, oui, c'est des frais que vous épargnez. Mais je me permets quand même de rebondir parce que quelqu'un se dit peut-être que j'ai envie de dire, il a une grande vision pour son entreprise, de belles perspectives d'avenir pour l'entreprise, mais peut-être que cette personne se dit, mais là, en ce moment, c'est peut-être pas le moment d'engager un expert comptable que je dois payer. Peut-être que les ressources, j'ai envie de dire, de l'entreprise actuelle, il n'y a pas suffisamment de bénéfices pour qu'elle puisse se dire, là, je pourrais retirer autant pour me payer un expert comptable. Donc, le conseil, c'est quoi? C'est quand même de dire à ces personnes-là d'atteindre un certain niveau pour après se dire, je prends un expert comptable? Je pense qu'il y a beaucoup de formules qui existent. Ouais. Donc, il faut mettre les différentes structures en concurrence. Vous avez des structures ou des formules où vous payez un forfait fixe tous les mois. Et puis, vous avez quelque chose au tarif horaire. Et puis, par rapport à ce genre de situation, moi, je dirais qu'il faut prendre la décision de prévoir un budget, d'y consacrer un budget, de dégager un budget, et que lorsque vous avez créé ce budget-là, vous avancez. C'est la même chose que faire de la publicité. Avant que votre publicité, que vous ayez un retour sur investissement, faut commencer à le mettre en place. Et puis, je reprends encore, j'aime beaucoup les exemples. Oui, Mika, donc très publicitaire, le chef cuistot, le médecin. Qui sait, d'ici la fin de l'émission, on aura peut-être encore une autre profession que Mika mettra en avant. Je te laisse poursuivre, Germaine. Alors, Mika, autre idée reçue, mon comptable va régler tous mes problèmes financiers. On en rit déjà. Faites-nous rêver. Non. Parce que, il faut quand même rappeler que la personne qui a la manœuvre au niveau de la production, ça reste le client. Donc, la première chose qu'il doit faire, c'est déjà de produire. C'est l'élément de base. Et après, je pense que c'est une équipe, en fait. C'est un tandem qu'il faut mettre en place.
Et les tandems qui fonctionnent les mieux, c'est ceux où, je reviens sur la communication passe bien et que chacun valorise les prestations de l'autre. Ok, très bien. Alors, autre point, avoir un expert comptable va me faire gagner en crédibilité. Avoir un expert comptable, tout dépend de ce que vous faites. Parce qu'au bout du compte, qui est au courant que vous avez un expert comptable? C'est le fisc. Ça ne change pas grand-chose pour lui. Et l'extérieur, donc vos clients, c'est pas quelque chose qui sont censés savoir. Après, je me permets, Mika, mais certains entrepreneurs peuvent se dire, tiens, je glissais la petite phrase, je vais voir avec mon expert comptable. Exactement, je pensais aussi à cette phrase. Donne aussi, ça donne un peu du galon. Je vais pas faire comme ça, j'ai un expert comptable qui s'occupe de la tenue de mes comptes. Ça joue quand même ou en réalité c'est ça permet peut-être des fois oui, ou peut-être esquiver la question, ou peut-être on peut se poser effectivement cette question lorsqu'on est sincère. Parce qu'au bout du compte, qui est au courant de l'intervention d'un expert comptable? C'est le fisc, mais après c'est un peu comme si pour la personne extérieure, un autre exemple, est-ce que le nettoyage c'est vous qui le faites ou c'est la femme de ménage? La personne n'est pas censée le savoir. Alors effectivement, vous pouvez remettre une question qui vous est posée à plus tard en répondant que vous avez besoin de conseils, éventuellement le conseil de votre expert comptable, c'est une chose. Mais non, pour moi, ça renforce pas plus la crédibilité d'un chef d'entreprise de dire j'ai un expert comptable. Non. À part si on le glisse subtilement au client. Alors, dernière idée reçue, ne pas avoir d'expert comptable, c'est se priver d'un acteur clé du développement de l'entreprise. Tout à fait. C'est bien. D'ailleurs, c'est le titre de l'émission, donc c'est l'expert comptable, un atout pour la bonne santé financière. Donc c'est un atout. Le bon expert comptable. Le bon expert comptable. Oui. Est un atout. Oui. Donc reste à trouver ce bon expert comptable. Il faut que ça fonctionne en fait. Il faut que votre relation fonctionne. Et je pense qu'avoir une relation avec son expert comptable qui consiste juste à bonjour, au revoir, voici mes documents, combien je dois payer, vous vous privez vraiment de beaucoup. Et au bout du compte, si vous fonctionnez comme ça, en réalité, vous ne savez pas ce qu'il fait. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'éprouver. Mais l'éprouver, ça nécessite construire une relation. Et c'est comme ça que vous pouvez voir si vous êtes satisfait ou pas. Exactement. Et vous pouvez ainsi mesurer son impact sur vos finances. Voilà, très bien. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Et merci à toi, Gervan, pour ces questions très pertinentes, dont on retiendra les réponses de Mika. C'est déjà la fin de cette émission. Impact Finance avec l'entretien avec un expert comptable. Merci en tout cas Mika pour la présence sur ce plateau et puis on espère à bientôt pour qui sait pour une émission numéro 2. On prendra certainement les questions des auditeurs, des spectateurs sur cette première émission pour peut-être continuer sur une suivante. En tout cas, on a du mal à se quitter. On dit tout le temps Impact Finance, mais ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Ça passe trop vite. Voilà, on va donc se quitter. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission Impact Finance. Et n'hésitez pas à écouter, réécouter, mais aussi à partager l'émission peut-être à un futur entrepreneur ou un entrepreneur qui cherche actuellement peut-être un nouvel expert comptable. Alors on retient de rechercher le bon expert comptable, celui qui fera preuve de sagesse, d'habileté, de conseils. Et puis on n'oublie pas aussi de construire une relation solide et une relation sincère aussi avec son expert comptable et voir comment est-ce qu'il peut nous aider à optimiser, c'est le mot on veut optimiser la gestion financière de l'entreprise. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.